Chers collègues, nous avons quelques instants de retard, mais le commissaire est pris dans le trafic. Donc bonjour à tout le monde. Pour la première réunion véritable de la commission aujourd'hui, nous n'avons qu'une heure et je ne voudrais pas abuser du temps de Madame le commissaire. Donc s'il n'y a pas de remarques, l'ordre du jour peut être adopté. Et la réunion d'aujourd'hui est web streamée et l'interprétation sera la suivante. Allemand, anglais, français, italien, néerlandais, grec, espagnol, portugais, suédois, tchèque, roumain et hongrois. Je ferai donc les annonces de la présidence après la réunion avec Madame Kyriakidis. Donc, Madame Kyriakidis, vous êtes donc invitée à cette commission. Donc, la pandémie était une grande crise sanitaire et je m'interroge. Lorsque vous avez été cité, en ayant dans votre portefeuille la santé, comment aviez-vous vu l'avenir ? Je suppose que vous n'aviez pas prévu la crise, le management de crise, la charge de travail, quelquefois le désespoir. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous dire que la composition de cette commission est très réduite. Il est important d'avoir cette commission spéciale maintenant, parce que nous ne sommes plus au milieu de la pandémie, nous sommes à la fin. Nous avons un peu de recul et nous pouvons voir les 2 dernières années, mais en même temps, nous sommes encore très proches de la crise et les experts, tels que vous, Madame le commissaire, et il y a que 7 ministres qui étaient là au début de la crise et qui sont encore en exercice aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous vous avons invité. Nous n'avons qu'une heure, chers collègues, je vous le rappelle. Après des mois de travail, nous allons d'abord avoir un round avec les coordinateurs qui poseront des questions. Et après, nous reviendrons à vous. Ensuite, nous aurons un peu de temps pour les interventions à la demande. Et je voudrais demander à tous les membres d'être brefs. Et nous voudrions éviter que le temps soit trop limité pour les interventions à la demande. Madame le commissaire, je vous donne la parole pour votre présentation. Bonjour, tout d'abord, je m'excuse pour le petit retard, mais j'ai été prise dans le trafic. Lorsque je dis une heure, j'entends une heure et je resterai jusqu'à quelques instants après 10 heures. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Et tout d'abord, je voudrais répondre à certaines de vos remarques. Je pense que personne n'imaginait ce qu'auraient été les 2 dernières années et demie. C'était une situation sans précédent. Vous avez utilisé le mot désespoir. Bon, ce n'est pas vraiment le sentiment que j'avais. La pression, oui. Le stress, oui. Mais toujours en ayant une solution à l'esprit, parce qu'il fallait gérer cette crise. Parce que si vous avez du désespoir, cela veut dire que vous abandonnez. Et ce n'était pas ainsi que nous nous sentions. Donc tout d'abord, merci Madame le Président, merci à tous les membres de cette commission pour m'avoir invité ici. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un mandat très important, j'espère que vous connaîtrez le succès et je peux vous garantir que vous pourrez compter sur ma coopération et mon soutien.
Ce ne sera pas une occasion unique. Je pense qu'il y aura encore d'autres possibilités de discuter de tout cela. Vous m'avez demandé de présenter les différents défis auxquels nous avons dû faire face dans la gestion de la crise, de la pandémie donc, et les mesures que nous avons prises. Je vais essayer de vous donner aussi un aperçu de notre situation d'aujourd'hui. Donc, première chose est que la situation dans laquelle nous étions trouvés en 2020 est très différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore sortis de la pandémie. Le nombre d'infections reste élevé en Europe. Mais comme nous le savons, les hôpitaux des différents États ne sont pas surchargés. Et la situation, tout au moins pour l'instant, enfin je dis pour l'instant, reste gérable. Et ça, c'est le meilleur témoin des progrès que nous avons faits. Et ce que nous avons réussi à faire en travaillant ensemble en tant qu'Union européenne. Je ne le dirai jamais assez, c'est une union de la santé. Nous avons traversé cette crise en travaillant ensemble avec le Parlement, le Conseil et la Commission. L'année dernière, au mois de juin, nous avons présenté notre communication sur les enseignements tirés de la pandémie et nous avions dit que le monde n'était pas préparé à cette pandémie. Ni le monde, ni l'Europe, ni les États membres. On n'avait pas suffisamment investi dans la préparation, dans la planification. Les systèmes nationaux n'étaient pas suffisamment préparés à cette crise sanitaire. La coopération et la coordination, ça prenait souvent beaucoup de temps, puisque les États membres étaient face à une crise sans précédent en matière de santé. Je me rappelle de la première conférence de presse le 29 janvier 2020. Il n'y avait que 10 cas. Et la première conférence de presse consistait à demander à avoir des plans prêts. Et ensuite, fin février, nous avons vu la situation en Italie. Nous l'avons visité avec l'OMS et au mois de mars, nous avons eu le confinement. Et c'est ainsi que les événements se sont déroulés. La sécurité sanitaire était considérée comme une question nationale à gérer dans les frontières nationales. Le résultat était que l'on réagissait au coup par coup avec des mesures temporaires. On trouvait des solutions à des défis auxquels on n'avait jamais dû faire face auparavant. Les États membres avaient beaucoup de problèmes pour acheter des équipements de protection sur un marché très tendu. Les masques, les gants étaient rares et les respirateurs étaient difficiles à trouver. Les États membres ont fermé les frontières de façon non coordonnée en essayant d'arrêter la diffusion du virus, ce qui bien sûr n'était pas possible. Et le résultat était un impact sur le marché unique. La pression était énorme sur les citoyens et la vie a changé du jour au lendemain. Mais après ce début difficile et une des initiatives, il y a eu des procédures d'achat commun pour les produits médicaux et les équipements de protection. Ça, c'était nécessaire. Et pour la première fois, l'Union européenne a offert des instruments aux États membres pour les achats et les contre-mesures. Et en matière de politique de santé, c'était une première et tout à fait nouveau pour beaucoup de capital. Et nous étions guidés par nos valeurs européennes de solidarité, je ne le dirai jamais assez, et nous avons même agi au-delà de nos frontières en orientant nos efforts pour mobiliser un paquet de réactions pour nos pays partenaires. Et l'un des tournants emblématiques, c'était la stratégie vaccinale. Elle a été déployée au mois de juin 2020. Et maintenant, les 3/4 des Européens ont reçu
leur premier vaccin et plus de la moitié ont eu un booster. Au pic de la pandémie, le succès de cette politique était déterminant pour l'Union européenne. Je n'ose pas imaginer quelle aurait été la situation dans l'Union européenne si certains États membres avaient eu accès à des vaccins alors que d'autres ne l'auraient pas eu. Qu'est-ce que cela aurait signifié pour l'Union européenne? Donc la politique vaccinale était la seule façon d'avancer et c'était la seule façon de garantir nos valeurs européennes. Nous avons agi comme étant la pharmacie du monde et nous avons exporté plus de la moitié de notre production vers d'autres pays en dehors de l'Europe. Et presque 500 millions de doses supplémentaires ont été données à des autres pays par le biais de COVAX. Et il y a aussi un autre tournant clé que je vois. Tout au moins pendant les 6 premiers mois de cette pandémie, c'était l'initiative des voies vertes. Cela permettait aux médicaments et aux aliments de circuler librement et donc les frontières restaient ouvertes alors qu'on luttait contre le virus. C'était une situation inédite et on ne peut pas attendre de trouver une solution en 5 mois si les médicaments ne peuvent pas aller d'un pays à l'autre ou si des animaux sont coincés dans des camions dans les États membres. Et cette initiative des voies vertes a permis de transposer dans la pratique des solutions. 1 an plus tard, nous avons proposé l'initiative de la Commission qui permettait aux citoyens de se déplacer dans toute l'Union européenne avec des instruments adéquats. 1 an auparavant, nous n'aurions jamais imaginé qu'un tel système serait mis en place. Dans un temps record, c'est devenu un standard mondial et c'est utilisé maintenant dans 67 pays au total qui ont adopté ce pass et il y a 1,8 milliard de certificats qui ont été émis. Il y a un autre moment clé aussi. Là, je voudrais remercier le Parlement européen pour son soutien. C'était l'adoption du programme Europe pour la santé, très ambitieux. Et sans vous, cela n'aurait pas été possible parce que cela nous a permis de faire des investissements sans précédent dans le domaine de la santé des citoyens. Et il nous permet d'avoir une union plus forte et ainsi tous les pays seront prêts ou sont prêts à réagir ensemble en cas de crise sanitaire et permettront de mettre à disposition des médicaments. Donc les premières initiatives de la fin 2020 ont déjà renforcé notre sécurité sanitaire. Nous avons renforcé les mandats de l'Agence des médicaments et de l'Agence d'observation des épidémies et renforcent leur coopération. Et ici, l'autorité de préparation est notre tour de garde. Elle a commencé à travailler et elle travaille pour détecter des urgences potentielles en temps réel. Et nous avions dit au mois d'avril que nous acheminions vers une phase post-aiguë. Nous entrons donc dans une autre phase de la pandémie, mais le virus est toujours parmi nous. Il circule toujours. Et la vaccination nous offre maintenant un créneau. Mais nous devons être prêts pour l'automne et l'hiver et nous devons faire en sorte que nos populations les plus vulnérables soient protégées et le vaccin reste l'instrument le plus efficace pour combattre le Covid. Nous avons toujours 100 millions d'Européens qui ne sont pas vaccinés ou qui ne le sont que partiellement. Nous devons donc communiquer sur la réticence à se faire vacciner et s'adresser aussi aux groupes chez qui il y a un faible taux de vaccination.
Si vous me demandez quel est l'enseignement le plus important à tirer de tout cela, et qu'il faut traiter ensemble ce genre de crise, l'Europe est un abri dans la tempête, et je crois que dans ce cas-là, ce n'est pas une exception. Nous l'avons appris durant les 2 ans et demi qui se sont écoulés, mais le vrai test, ce sera la prochaine crise, et j'espère sincèrement que nous n'allons pas y être confrontés. Nous avons déjà une crise avec la guerre en Ukraine qui a des impacts nombreux en termes de santé et d'alimentation, mais nous vivons à une époque de pandémie et nous savons que lorsqu'il y aura la prochaine crise, nous devrons être prêts et c'est la raison pour laquelle votre travail est important. Il est important parce que nous devons être sûrs d'avoir ce niveau de préparation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Kyriakides. Donc, signalez-moi si vous souhaitez prendre la parole dans le contexte des interventions à la demande, mais nous allons commencer par les représentants et les coordinateurs. Madame Kiproko, 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Kyriakides. 2 années après la pandémie, il s'agit d'un exercice particulier. Il faudra que nous envisagions tous les cas de figure et il faut tirer les enseignements de la pandémie. Nous nous réjouissons de la communication de la Commission. En la matière, nous partageons les mêmes objectifs, protéger la santé publique et faire en sorte que la société et l'économie soient ouvertes et résilientes. Il n'y a pas de temps à perdre étant donné la situation actuelle et il faudra que nous soyons prêts pour l'automne prochaine et faire en sorte de réagir de manière appropriée aux pandémies futures. Il faut donc détecter les nouveaux variants et des critères communs pour identifier les cas et des stratégies de tests appropriées dans l'Union européenne et comment pouvons-nous assurer une coordination appropriée entre les États membres dans ces domaines. La pandémie a démontré l'importance de la résilience des chaînes d'approvisionnement et des services de santé. Il faut éviter des retards de traitement ou des suspensions de traitement. Comment s'assurer que les systèmes de soins de santé soient prêts à faire face à ce type de situation à l'avenir? Merci d'avoir respecté votre temps de parole. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Commissaire. Merci pour votre présence aujourd'hui. Bon, il y a un grand nombre de critiques, mais dans le fond, c'était une histoire plutôt positive. Personne n'aurait pensé en mars 2020 que nous serions ici physiquement sans restriction. Bon, la situation a été critique. Il faut que nous soyons prêts pour la prochaine pandémie. Et en ce qui concerne la vaccination des citoyens, il y a encore une partie d'entre eux qui doivent être vaccinés. Il faut faire plus pour susciter la confiance des citoyens vis-à-vis du processus. Et je vous pose la question. Il y a différents aspects sur la production, le développement, la distribution de vaccins. Et ces aspects auraient eu un impact positif sur la pandémie de la Covid-19 en ce qui concerne la réponse des citoyens vis-à-vis des vaccins et l'acceptation des vaccins par les citoyens. D'un autre côté, il ne faut pas ignorer les différents domaines de l'impact de la Covid-19 sur la société et cela affecte de manière disproportionnée les femmes. La production scientifique des scientifiques féminins ont baissé. Il y a une plus forte discrimination. Il y a plus de Covid à long terme chez les femmes également.
les femmes se remettent moins facilement de la maladie que les hommes, et parfois cela dure 6 à 8 mois. Comment la Commission peut-elle garantir une approche sensible au genre dans les actions post-Covid et dans les réponses futures face aux pandémies de l'avenir? Merci, Madame la Commissaire. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions et vos questions. C'est un plaisir pour moi de participer à votre réunion en présentiel. Vous avez raison, il faut prendre des mesures pour s'assurer que les États membres soient mieux préparés. Les systèmes de soins de santé et de surveillance doivent être mieux préparés. Et voilà pourquoi nous avons présenté cette recommandation sur l'approche UE de gestion de la pandémie, parce que le fait que nous soyons aujourd'hui ici en présentiel ne signifie pas que la pandémie a disparu et que les États membres ne devraient pas utiliser les prochains mois pour se préparer. Et quand on parle de l'hiver qui nous attend, en tant que commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, le 25 novembre 2021, je vous le rappelle, nous ne connaissions pas le variant Omicron. Et le 26 novembre 2021, eh bien, il a été désigné comme tel par l'OMS. Et il y a eu un certain nombre de perturbations au cours des mois qui ont suivi. Donc, utilisons ce temps pour se préparer à renforcer notre surveillance. Et j'ai invité les États membres à envisager un certain nombre d'actions au cours des prochains mois, se fonder sur la coordination et la préparation de l'Union européenne. Et nous devons toujours avoir au centre de notre attention la santé publique, la protection de la santé publique. Nous devons renforcer l'acceptation des vaccins dans la population. Il faut des systèmes de surveillance qui fonctionnent. Donc, si un nouveau variant apparaît, s'il y a une augmentation subite des cas, les États membres pourraient s'en saisir rapidement et réagir. Il faut réintroduire rapidement les mesures non pharmaceutiques si nécessaire. J'ai lancé des appels dans ce sens un certain nombre de fois. Si nous fermons tous les centres de vaccination et si nous mettons en suspens tout ce qui a été mis en place et si l'on a une situation de ce type, il sera plus difficile de réagir immédiatement. Donc il faut que nous y soyons préparés. Et il faut également encourager les essais cliniques, le développement des vaccins. La santé et la prospérité économique sont des aspects qui vont de pair et ces derniers mois, nous avons eu un ralentissement et donc il faut saisir cette période, saisir cette occasion pour mieux nous préparer. Alors le Covid long est un défi très important qui nous concernera pendant un certain temps et nous avons demandé à un panel d'experts sur les façons efficaces de réagir. Un rapport sera publié à la fin de l'année et il apparaît de plus en plus clairement qu'un certain nombre de citoyens qui ont eu la Covid continuent de souffrir d'effets secondaires importants. Et il y a aussi l'inégalité des genres, l'inégalité homme-femme qui a été renforcée par la pandémie. La pandémie nous a rappelé la répartition inéquitable des tâches domestiques. Il y a eu plus d'abus sexuels sur les enfants, de violences domestiques pendant la pandémie en raison des confinements. Et il faut utiliser tous les moyens possibles pour renverser la tendance et combler l'écart qui a été encore élargi par la Covid. Et il y a aussi cette stratégie européenne du CARE en septembre qui soutiendra, qui soulignera cette question. Et bien sûr, les soins sont souvent réalisés par les femmes.
Alors plus de la moitié de la production des vaccins a été exportée, donc il ne s'est jamais agi d'intervenir exclusivement en Europe ou principalement en Europe. Et donc il y a une évolution. On a désormais de nombreux vaccins qui sont disponibles et maintenant le défi consiste à les administrer dans les pays où l'infrastructure n'existe pas ou n'est pas suffisamment présente pour les administrer rapidement, et donc c'est la capacité d'absorption mondiale qui compte. Et alors il y a aussi la question des personnes non vaccinées. Vous avez raison, je me suis rendu dans un certain nombre d'États membres. Il faut lutter contre la désinformation ou la mauvaise information de toutes les manières possibles, y compris sur les réseaux sociaux. Et les personnes qui ne sont pas vaccinées ne doivent pas être étiquetées comme telles parce qu'ils ne sont pas vaccinés pour un certain nombre de raisons, et les États membres réalisent des analyses pour savoir quelles sont les populations qui restent non vaccinées et comment cibler ces populations dans chaque État membre. Parce que si l'on généralise les non vaccinés, c'est une catégorie trop large et donc il faut ventiler cela de manière plus détaillée. Oui, merci, c'est un débat très important. Madame Trier-Lenoir. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chère Stella. Merci une nouvelle fois pour votre présence et aussi pour votre mobilisation importante sur cette crise. Et vous savez que vous pouvez compter sur le Parlement, vous l'avez rappelé, et nous savons que nous pouvons également compter sur vous. J'ai lu à votre attention votre récente communication et je souhaiterais vous poser 2 questions à ce sujet. La première, vous avez évoqué le nombre important de personnes non vaccinées ou non encore vaccinées. Il existe, comme vous le savez, des disparités majeures entre les pays de l'Union européenne, de 90% de taux de vaccination à Malte à 30% dans les pays d'Europe de l'Est comme la Bulgarie. Quelles sont les actions concrètes que vous souhaitez entreprendre maintenant pour lutter contre ces inégalités d'accès à la vaccination? Et puis la deuxième question porte sur ce que j'appellerais les victimes collatérales du Covid-19, c'est-à-dire les patients atteints de cancer qui ont subi un retard au diagnostic ou au traitement de leur maladie, même chose pour les maladies rares, toutes les personnes qui souffrent de troubles de la santé mentale liés à la crise et le Covid long. Merci d'avoir initié une expertise. Nous sommes heureux d'entendre que nous aurons des résultats à la fin de l'année. Alors pour toutes ces conséquences non infectieuses de la crise, quelles sont là encore les actions concrètes que vous prévoyez pour continuer à mieux les mesurer, mieux les traiter et évidemment, dans l'idéal, mieux les prévenir? Merci pour vos réponses et j'ai fait gagner quelques secondes à mes collègues. Absolument, merci beaucoup pour ça. And Mrs. Metz now, please. Merci, Madame la Présidente. Dear Commissioner, first of all... Madame la Commissaire, merci pour votre présentation, merci pour le travail que vous avez réalisé. C'est une réussite, comme vous l'avez dit, et c'est vrai. De manière générale, toutes les crises, et c'est démontré par la pandémie, ne s'arrêtent pas à la frontière. La coopération européenne, la solidarité mondiale est nécessaire. Et donc, il faut renforcer l'Union européenne de la santé, donner plus de compétences à l'Union européenne pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés, pour améliorer encore la réponse à l'avenir. Je souhaiterais poser 2 questions. D'abord sur la perte de biodiversité, les zoonoses. Il y a eu de nombreuses épidémies dues à des virus qui viennent des animaux comme Ebola ou Zika, et la pandémie de Covid est une pandémie mondiale qui continue de circuler après 2 ans et demi. Donc comment faire face à la perte mondiale d'écosystèmes et de biodiversité? Quels sont les nouveaux outils dans la coopération internationale, partage de données, recherche, prévention et traitement des zoonoses? Quels sont les outils donc qui sont envisagés? Et d'un autre côté,
Bon, il y a la fabrique de pandémie qui vient de sortir. C'est un film tout à fait intéressant si vous avez l'occasion. Et il y a aussi la question de la qualité de l'air qui entraîne, semble-t-il, des problèmes respiratoires et des Covid plus graves. Et donc, la Commission européenne devrait adopter des règles en la matière en coordination avec l'OMS. Donc j'aurai toute une série d'autres questions et j'espérais donc que nous nous reverrons pour pouvoir les aborder. Merci. Madame Lima. Thank you. First of all, I find... Merci. Il est regrettable que vous n'ayez consacré que 60 minutes de votre temps à notre commission. Nous avions demandé 90 minutes. Alors, on a toujours les contrats pharmaceutiques concernant les vaccins Covid-19 qui ne sont pas toujours à 100% transparents. Vous avez contribué à leur signature, vous les avez signés. Et les citoyens eux-mêmes doivent compenser les effets secondaires des vaccins. Donc pourquoi la Commission continue-t-elle de couvrir ces informations? Alors la lutte contre la désinformation semble très importante. En 2020, en décembre, il y a eu une communication disant que, contrairement à la mise sur le marché conditionnelle, il n'y a pas de responsabilité pour les fabricants, mais c'est faux pour les vaccins concernant la Covid-19 et ce processus d'approbation n'avait jamais été utilisé. Il a été inventé expressément pour ce cas de figure et il y a donc des limites à la sécurité des patients. Et sur un site inofficiel de la Commission, l'Union européenne dit qu'elle elle est parvenue à obtenir 5,2 milliards de doses. Et cela veut dire qu'on pourrait vacciner chaque citoyen de l'Union européenne 10 fois. Et donc, bon, cela a été commandé avec l'argent public. Il y a eu des engagements. Et qu'en est-il exactement ? Pourquoi lancez-vous un appel pour une campagne de vaccination renforcée dans les États membres, y compris la vaccination des enfants, alors qu'il y a des médicaments qui peuvent être pris lorsqu'ils sont nécessaires et cela peut mettre le holà à la chaîne des infections également. Madame la Commissaire. Thank you. Thank you for... Merci, merci pour toutes ces questions. Bon, je vais tenter d'y répondre l'une après l'autre. Madame Metz, je suis toujours prudente. Je ne parle pas de réussite. C'est toujours une pandémie en cours, une crise. Et il y a eu un certain nombre de réussites, bien sûr. Bon, nous avons lutté tous ensemble contre la pandémie. Il y a eu des réussites, mais nous sommes encore confrontés à de grandes difficultés. Alors, vous avez parlé des zoonoses. Bien sûr, nous savons que nous sommes confrontés au changement climatique. Le pacte vert de la Commission est une priorité. On a la stratégie de la ferme à l'assiette. Nous sommes confrontés à de grandes difficultés, mais nous continuons de mettre en œuvre la stratégie de la ferme à l'assiette. Et le rôle de cette stratégie sera fondamental en la matière. Et il y a aussi le concept d'une santé unique, One Health, santé animale, santé des plantes, santé humaine, tout cela est interconnecté, tout cela est lié étroitement quand on parle de la santé de manière générale. Alors en ce qui concerne la qualité de l'air, à la fin avril, cette proposition sera présentée. Madame Trier-Lenoir. Un certain nombre de questions. Donc, l'acceptation des vaccins dans les États membres. J'ai rendu visite à un certain nombre d'États membres pour analyser la situation et je puis vous dire qu'il n'y a pas de solution à taille unique. Je pense que nous devons tous en être conscients. Au niveau européen, au niveau de la Commission, avec la CDC, nous avons tenté de lutter contre la désinformation sur les plateformes, mais
dans les États membres lorsqu'il y a eu des difficultés d'acceptation des vaccins. Eh bien, il s'agissait d'aborder cette question de manière nationale et locale pour être plus efficace. Alors la santé mentale et les autres maladies non infectieuses. En septembre 2021, nous avons lancé une initiative de santé concernant ces maladies non contagieuses. Et il y a ce fardeau qui pèse sur les États membres. Il s'agit de les aider à y faire face. Et Madame Trier-Lenoir, la Covid-19 a certainement rendu les choses plus difficiles dans ce domaine. Bon, il y a l'accès au dépistage pour les patients du cancer. Les patients du cancer ont eu du mal à être traités pendant la pandémie ou à avoir accès aux hôpitaux. Et bon, dans la plupart des États membres, nous espérons que ces lacunes ont été comblées dans une certaine mesure, mais il y a aussi des troubles de santé mentale, des maladies non infectieuses, et nous menons une analyse avec l'OCDE concernant les perturbations des systèmes de santé liées à la Covid-19 et quelles stratégies également dans le domaine de la santé peuvent être utilisées pour compenser cela. Alors sur la santé mentale, c'est la semaine de la santé mentale. Cette semaine-ci, nous avons pris des mesures spécifiques pour soutenir la santé mentale dans un certain nombre d'États membres et nous avons lancé un appel dans le programme annuel 2021 UE pour la santé pour soutenir la mise en œuvre des meilleures pratiques. Je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres, mais il y a deux actions financées par l'Union européenne dans 10 États membres pour l'une et dans 21 États membres pour l'autre pour faire face à la dépression et pour souligner les services de santé psychologique fondés sur la communauté et la lutte contre le suicide, et cela sera bien sûr une priorité. Alors la question sur la transparence et les contrats, bon, hier je n'avais pas beaucoup de temps, mais je m'étais engagé à revenir, et donc je n'hésiterai pas à revenir devant votre commission parce que cela relève de ma responsabilité. La transparence a toujours été un principe clé de nos travaux sous toutes ses formes et nous avons toujours demandé la publication des contrats. J'ai tenté de faciliter l'accès pour les députés européens, mais il y a toujours deux parties au contrat et il faut les respecter. Il y a des aspects confidentiels qui sont importants. Nous avions affaire à des contrats à l'époque dans une période où les marchés étaient particulièrement sensibles et l'UE n'aurait sans doute pas eu d'accès au vaccin s'il n'y avait pas eu un minimum de confidentialité dans ces contrats. Donc nous avons proposé une transparence maximale tout en respectant nos obligations contractuelles. Et je voulais également mentionner la question de la vaccination des enfants, des effets secondaires. La responsabilité a toujours été une priorité pour ce qui nous concerne. Et en ce qui concerne la vaccination des enfants, tous les vaccins qui sont utilisés au sein de l'Union européenne sont approuvés et sont considérés comme sûrs et efficaces par l'Agence européenne des médicaments. Il est important de continuer d'aborder cette question des vaccins pour les enfants parce qu'il faut les protéger dans la mesure du possible. Et quand nous parlons des vaccins qui sont inefficaces face aux variants Omicron, eh bien, je vous dirais que j'ai toujours nous avons toujours fondé nos décisions sur la science disponible et les aspects scientifiques disponibles. Et les vaccins sont efficaces contre le variant Omicron. Nous avons un certain nombre de cas Omicron, mais sans la protection des vaccins, eh bien, les hôpitaux auraient débordé. Thank you very much. Meneer Roos, u hebt het woord. Dank u wel, voorzitter. Welkom, commissaris. U wil het... Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Commissaire, bienvenue. J'aimerais vous recommander de parler avec des PME, des professeurs, mais également des parents
Là, il y a vraiment beaucoup de peines, beaucoup de problèmes liés au confinement, mais également à différentes mesures. Nous avons le Centre européen, le CDC, qui s'était vu confier la tâche de protéger l'Europe des infections. Le 26 janvier 2020, c'était avant l'arrivée du Covid. Le CDC disait ceci, à titre de mise en garde, que les conséquences potentielles des épidémies de Covid, que ce potentiel était bien probable, bien présent, et que le virus va se répandre dans les pays de l'Union européenne sans mesure de prévention. Enfin voilà, c'était une citation de l'ECDC. Et au quotidien, le CDC a été en contact avec les fonctionnaires de l'Union européenne, mais il n'y a pas eu de fermeture de frontières, il n'y a pas eu de tests réalisés. Et malgré justement ces mises en garde, l'action nécessaire a été retardée. Et pendant ce temps-là, l'Union européenne a envoyé des tonnes d'aide à la Chine. Et comme si rien n'allait nous tomber dessus bientôt. Dodelijke ziekte was. Daarom werd gekozen voor Et finalement, qu'est-ce qu'on a choisi? On a choisi d'imposer un confinement parce que les pays, entre-temps, avaient vu ce qui leur tombait dessus. Mais pour les jeunes, mais également pour les personnes saines, eh bien, je dois dire que les conséquences de cette maladie ne sont pas si graves. On a interrompu pendant 2 ans nos vies et je crois que vraiment c'était quelque chose de disproportionné. Merci beaucoup. Thank you, Chair. I will speak in Greek. Αγαπητοί Επίτροπε, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε σήμερα. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir que de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui, Madame, dans cette première réunion de notre commission consacrée à la question. Nous souhaitons vraiment coopérer avec vous. Malheureusement, la pandémie et les mesures adoptées afin de réagir à la maladie ont eu des répercussions directes sur la santé mentale de chacun d'entre nous. On n'a pas suffisamment discuté de cela. Ce n'est pas vraiment une des premières priorités. On a parlé de transparence, de médicaments, etc. Mais la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui va nous frapper à l'avenir et nous devons absolument trouver des réponses dès maintenant. J'aimerais souligner une fois de plus le fait qu'il y a eu des conséquences liées au confinement, des conséquences sur les jeunes, mais également sur les enfants, sur les adolescents. Le confinement a véritablement affecté leur quotidien. Dans toutes nos discussions avec les étudiants, les jeunes, eh bien, c'est toujours la même question qui revient. Beaucoup d'anxiété, sentiment d'isolement, sentiment d'être laissé seul. Et tout ceci est lié à la pandémie. Et je le sais directement, car j'ai entendu ces personnes. Différentes mesures s'accompagnent davantage, mais des mesures surtout qui permettent de réduire le sentiment de solitude, mais également l'isolement, et puis aussi les thérapies pour traiter des maladies mentales. C'est également une demande de la population. Nous avons vu aussi qu'il y a une augmentation dans la consommation de certains antidépresseurs pendant le confinement. J'aimerais donc vous poser la question suivante. Comment pouvons-nous exploiter les possibilités existantes afin d'apporter ce soutien mental, afin d'aider notre société? Nous souhaiterions vraiment coopérer étroitement avec vous afin que nous puissions vraiment inclure ces différents aspects-là dans la discussion post-pandémie. Next time, please stick to the time. Merci bien, voilà, respectez votre temps de parole la prochaine fois. Nous allons écouter pour finir M. Sinčić pour les non-inscrits. Is that more or less correct? Thank you, Chair. Merci beaucoup. Et je vais m'exprimer en croate. Kako mu i samo ime kaže, da naučimo neke lekcije iz korona krize ili COVID krize, kako je tko već zove. Mislim da... Je pense qu'au vu de cette crise Covid, il est bon d'apprendre
à tirer les enseignements scientifiques afin de pouvoir mieux réagir lors de la prochaine crise. Il faut voir donc quels sont les facteurs qui peuvent avoir une influence sans déclencher la panique, sans avoir de confinement. Et cela, pas seulement en Europe, mais cela avait créé la panique dans le monde entier avec des nombres de morts extrêmes. Mais avant le coronavirus, il y avait une modélisation tout à fait édonnée. On avait donc fait des erreurs de 10 à 100, facteur de 10 à 100 concernant le nombre de décès. Et il y a eu des conflits d'intérêts et beaucoup de statisticiens ont reconnu les erreurs. Et il y a eu donc une panique qui s'est répandue et cela une autre occasion pourrait déclencher des stress psychologiques et des dommages économiques qui sont énormes, des milliards d'euros. Et donc, ma question à la Commission est la suivante. Quand est-ce que la Commission va se poser des questions sur la responsabilité, ce qu'il en sera à l'avenir si les États membres se basent sur des modèles scientifiques qui sont erronés? Merci. Not more than 4 minutes. Alors, s'il vous plaît, il faut pouvoir respecter le temps de parole pour les interventions à la demande. Pas plus de 4 minutes. Alors, effectivement, bon, écoutez, c'est un défi. Vous avez évoqué le CDC qui aurait pu réagir autrement tout en début de pandémie. Je crois que c'était un peu semblable à la question qui avait été posée par l'eurodéputé Sinčić. Je vais essayer donc de combiner ces deux questions. On m'a donné 4 minutes. Je ne pourrais pas passer en revue la liste que j'ai sous les yeux, mais j'aimerais juste vous fournir une indication. Nous avons reçu la première information officielle concernant le virus en décembre 2019. Nous avons eu la première évaluation de l'ECDC le 9 janvier. Donc c'était un mois après le début de notre mandat. Et nous avons donc eu le premier comité de sécurité sanitaire et la première évaluation de menaces de l'ECDC le 17 janvier. Ensuite, le premier appel aux États membres qu'ils soient prêts le 29 janvier avec 8 cas dans l'Union européenne. Et maintenant, pour vous fournir une indication de la situation très changeante que nous avions depuis, par exemple, nous avons établi une plateforme de conseil scientifique sur la COVID-19 en mars, avec une rencontre plus de 35 fois. Nous avons des réunions régulières. J'aimerais également partager avec vous le fait que dans une crise sanitaire sans précédent, avec une situation changeante, où personne tout au début savait vraiment ce qu'il en était, parce que effectivement, lorsqu'on regarde maintenant en arrière, on voit maintenant ce qu'il en est, parce qu'on connaît le virus un peu mieux. On sait également qu'il y a de la virulence, on peut également séquencer le type de virus, on peut également analyser le caractère pathogène, mais à l'époque, on ne savait pas ce qu'il en était. Et le CDC, c'est aussi la raison pour laquelle vous nous avez aidés à renforcer le mandat, n'avait pas beaucoup d'instruments nécessaires afin de pouvoir répondre à cette crise sans précédent. Mais nous traitions d'une crise et d'une situation inédite. Nous n'avions pas d'informations à l'époque. Vous avez également parlé de l'impact sur les jeunes. Est-ce que je suis d'accord? Oui, effectivement, cela a un impact sur tout le monde, les jeunes, les enfants, les personnes âgées, les isolés. Est-ce que les mesures étaient disproportionnées? Les mesures prises étaient toujours prises sur base de la science évoluait. C'est ce que nous avons respecté. Nous avons coordonné les États membres entre eux, nous avons fourni les différents éléments scientifiques, mais ensuite c'est aux États membres, conformément à leur situation épidémiologique, à décider des mesures nécessaires. Alors pour la santé mentale, tout à fait d'accord. L'impact sur la santé mentale nous accompagnera pendant longtemps, notamment pour les enfants. Ce n'est pas seulement un défaut d'éducation, un manque justement d'apprentissage académique, mais il s'agit également de socialisation ici. Les jeunes, les enfants ont beaucoup perdu à cause des confinements. Nous devons travailler là-dessus, c'est une priorité.
On a également le programme Info Health, on a également les initiatives qui nous permettront de plancher intensément sur la question. Et la culture joue également un rôle important, parce que c'est ce qui permet de réunir les personnes dans un environnement très différent. Alors, Monsieur Sinčić, vous avez demandé si la Commission s'est posé des questions. Oui, moi je l'ai fait sur une base quotidienne, sur beaucoup de questions dont nous discutons aujourd'hui. Et je suis également très conscient de certaines choses que je partagerai volontiers avec vous, mais également avec cette commission. Je sais que nous avons pris également beaucoup d'actions au cours des 2 dernières années. Je suis également fort consciente du fait que nous traitons avec une situation en changement permanent, en évolution permanente. Nous devions être en mesure de gérer les défis. L'importance ici était aussi d'utiliser ce temps pour pouvoir construire l'avenir. Donc pendant ces 2 années et demie, avec votre soutien, nous avons pu mettre en place des piliers pour la santé et l'union de la santé et qui nous permettront d'être plus préparés à l'avenir. Chers collègues, j'ai 2 fois plus de demandes que le temps que nous avons à disposition. Alors, pour être fâché avec moi, vous pourrez, mais je vais devoir pondérer les temps de parole. Alors, effectivement, il faut refléter l'équilibre des groupes politiques, mais voir un peu les personnes qui sont présentes, qui demandent la parole. Il faut être certain que tout le monde puisse s'intégrer à la discussion. Je vais traiter les questions en un seul coup et puis je demanderai de répondre. Sinon, cela va pas prendre encore plus de temps. Monsieur Sokol. 1 minute. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être rapide. Première question. Les appels d'offres communs. Vous avez dit que c'était très bon pour les plus petits États membres parce qu'ils ont été en mesure d'avoir les vaccins en même temps que les grands pays. Et ça, c'est vrai. Je viens d'un plus petit État membre, la Croatie, et je suis persuadée que c'était quelque chose qui nous a fort aidé. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut utiliser la même approche d'appel d'offres communs pour mettre tous les États membres sur le pied d'égalité pour d'autres types d'éléments médicaux, pour d'autres types de maladies? Est-ce que nous pouvons utiliser ces leçons pour essayer d'étendre cette procédure à ce type de médicaments? Alors, deuxième question, restriction à l'exportation auquel nous étions confrontés tout au début. Dans la position du Parlement sur le règlement sur les menaces de santé transfrontalières, nous pensions utiliser un mécanisme transfrontalier. Lorsqu'il devrait y avoir une menace sur la santé, il devrait y avoir une autorisation préalable de la Commission. Est-ce que vous pourrez commenter là-dessus? Que se passe-t-il pour le voyage? Merci. Grazie Presidente e benvenuto. Merci. Devo dirle che col senno di poi le critiche. Merci Madame la Commissaire. Je dois dire qu'avec le recul, les critiques sont toujours plus faciles et je vous confirme le fait que nous sommes très fiers de la façon dont l'Europe est parvenue à gérer la plus grosse crise sanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Notre groupe SED partage toutes les remarques qui ont été faites avant moi sur la nécessité de protéger les plus vulnérables. Et je fais référence en particulier aux personnes qui ont des maladies non transmissibles comme les tumeurs, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Et l'Europe, que peut-elle faire concrètement pour protéger les plus fragiles, pour éviter que cela se répète à l'avenir et en particulier pour garantir des thérapies adéquates en temps utile aux personnes frappées par ces maladies non transmissibles. Vice Chair, Mr. Gluck, please. Alors, M. le vice-président, merci beaucoup. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Alors, nous savons qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont bien passées, d'autres n'ont pas été parfaites. Et il n'y avait vraiment de référence pour gérer cette pandémie. Mais nous planchons maintenant sur ce modèle, cette référence qui nous servira pour d'autres cas. Alors, si vous regardez maintenant en arrière, c'est une question très simple. Et quel serait le seul élément que vous souhaiteriez que la Commission vous-même aurait voulu faire différemment? Merci beaucoup. Madame Liversi, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente et merci Madame Kyriakides pour répondre à nos questions. Alors, vous dites transparence des contrats. Écoutez, transparence des contrats noircie, parce que tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est même les clauses au niveau des États membres, on n'y a toujours pas accès. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple concret.
La Pologne a saisi la Commission en demandant de renégocier ses contrats car le pays n'arrive pas à écouler les millions de doses de vaccins déjà reçus. 25 millions de doses n'ont plus d'utilité à l'heure actuelle au niveau de la Pologne et ils sont obligés d'acheter 70 millions de doses jusqu'en 2023. C'est la même chose au niveau des pays baltes. Ils ont envoyé une lettre à la Commission qui demande la même chose. Alors ma question est simple. Pouvez-vous nous dire, Madame Kyriakides, si ces contrats européens obligent les 27 pays membres d'acheter la totalité des vaccins qui leur sont attribués, même si la situation épidémiologique a changé? Merci beaucoup. Mrs. Anderson. Thank you. Merci. C'est une question qui enchaîne sur les contrats et vous n'avez pas répondu. Donc je pose à nouveau la question. Pourquoi refusez-vous de répondre à mes questions? Que trouve-t-on dans les contrats qui doit être caché aux gens? Qu'est-ce qui vous donne le droit de m'empêcher de faire mon travail, à savoir répondre aux gens? Et enfin, comment osez-vous mépriser les gens et leur droit fondamental de nous considérer, nous autres, comme élus, comme responsables? Je voudrais vous rappeler que vous pouvez être très critique, mais veuillez rester poli. Thank you. Mrs. Clune, please. Thank you, Commissioner, and you've given a wide range. Merci. Je vais donner une réponse assez large ce matin. Il s'agit de vacciner la population mondiale. Vous avez souligné à quel point c'était important. Il y a des gens qui ont des hésitations, mais je crois qu'il est important de voir ce qu'il en sera, parce que nous ne savons pas d'où viendra la nouvelle pandémie. Et nous ne savons pas si ce sera aussi bénin que l'était Omicron. Nous devons donc veiller à ce que les vaccins soient disponibles au niveau mondial. Madame Sakovic. Merci, Madame le Président. Merci, Madame le Commissaire, d'être avec nous. Il y a une chose que nous ne devons pas oublier, à savoir tous les problèmes auxquels nous étions confrontés au début de la pandémie. Il y a une coordination transfrontalière qui était une véritable réaction à cette pandémie, qui doit être la première leçon à tirer pour l'avenir. Comme l'ont dit mes collègues, le Covid a impacté les services sanitaires et nous avons vu comment les pressions financières supplémentaires ont été imposées à notre système et nous devons atténuer ces conséquences et voir comment on peut prévenir que cela se produise à nouveau à l'avenir. Et il y a eu un brief scientifique de l'OMS qui a démontré une augmentation massive d'anxiété et de dépression. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui doit nous rappeler qu'il faut s'occuper de la santé mentale. Et je suis heureuse d'entendre de votre part que ce sera une priorité. Merci, Madame le Commissaire. Bon, pour ce qui me concerne, vous pouvez répondre pendant 20 minutes si vous voulez. Je vous en prie. Merci pour toutes ces questions. Merci, Madame le Président, d'être intervenue. Mais dans ma vie précédente, j'étais une parlementaire et je connais la pression que subissent les parlementaires parce que vous représentez les citoyens et qui s'attendent à ce que nous rendions des comptes. Donc je n'ai pas de problème avec les questions qui ont été posées. Donc, Monsieur Sokol, vous avez parlé des achats communs et je voudrais dire qu'il y a un avenir pour les actions communes européennes et c'est ce sur quoi nous travaillons. Et il y a différents types de contrats pour les achats de vaccins. Le premier type de contrat, c'était la stratégie du vaccin, donc un accès des États membres aussi rapidement que possible. Et puis deuxièmement,
les achats communs pour les médicaments et les fournitures qui impliquaient de nombreux États membres. Il y avait différentes options pour avancer. Il y a eu la stratégie vaccinale, c'était une première, mais à titre complémentaire, il s'agissait d'avoir aussi des avantages pour les citoyens, et je serai très honnête avec vous. Nous penchons actuellement sur cela, comment nous pouvons améliorer les possibilités d'agir, et concernant les médicaments et l'accès aux nouveaux traitements. Je voudrais rappeler qu'à la fin de l'année, nous allons présenter une nouvelle législation pharmaceutique basée sur notre stratégie qui se penchera sur les questions d'accès, de coûts, d'équité dans toute l'Union européenne, ce qui inclut aussi les médicaments nouveaux. Il y aura donc une série d'actions dans cette législation et j'espère que cela traitera d'autres points relatifs à l'accès aux médicaments. Madame Moretti a également mentionné les maladies non transmissibles et l'initiative Luttons ensemble pour la santé. Là, je n'ai pas de doute, ceux qui souffrent d'autres maladies chroniques ont été impactés par cette pandémie. Et je vais vous donner un exemple de stratégie qui a été adopté par le Parlement européen. Il s'agit du plan contre le cancer. Donc, l'une de mes préoccupations principales, on m'a demandé si je m'étais interrogé, qu'est-ce que je ferais différemment. J'y reviendrai. Mais l'un de mes principaux soucis, après la pandémie, c'est de dire, voilà ce qui s'est produit, et ça ne doit pas, dans la mesure du possible, avoir d'autres impacts sur le reste de nos missions. Le plan européen contre le cancer est sur les rails. Nous avons une feuille de route pour sa mise en œuvre. Il s'agit aussi des maladies non transmissibles et malgré la pandémie, il était important d'assumer sur les autres domaines d'action. Madame Rivasi, vous avez demandé si nous avons obligé les États membres à acheter des vaccins. Tout d'abord, je voudrais dire que nous n'avons jamais obligé des États membres. Ce sont toujours les États membres qui se sont exprimés au sein du comité de pilotage. Ils y sont tous représentés et ils étaient présents lors de la négociation des contrats. Et nous avons négocié avec et au nom des États membres et je crois que c'est ainsi que cela devait être. Et je voudrais aussi rappeler l'importance de la transparence. Oui, pour l'instant, en tant que Commission, nous travaillons en coopération étroite avec les États membres au sein du comité de pilotage et nous discutons avec BioNTech, Pfizer et avec Moderna pour gérer les surplus de vaccins Covid, mais en même temps, nous essayons de nous assurer que nous ayons suffisamment de vaccins s'il devait y avoir un autre pic cette année ou au début de l'année prochaine. Et je voudrais aussi vous dire que nous avons déjà atteint un accord avec BioNTech Pfizer pour rééchelonner des doses afin qu'elles arrivent à la fin du 3e trimestre et au 4e trimestre de cette année, parce que les États membres n'auront plus probablement besoin à ce moment-là. Et ces livraisons incluent aussi des vaccins qui sont potentiellement adaptés, sur lesquels travaillent ces sociétés. Lorsqu'ils seront disponibles, ils seront donc aussi disponibles pour être administrés. Et un accord du même type est en cours de négociation avec Moderna. Nous sommes en négociation permanente avec les sociétés et en coordination avec les États membres. Nous menons aussi des négociations avec les sociétés sur les livraisons en 2023-2024
Nous avons demandé une flexibilité maximale de telle sorte qu'on garantisse des approvisionnements. Nous devons être certains aussi que les États membres puissent les absorber. C'est donc tout cela une affaire de partenariat avec les États membres. Et sur la santé globale, il y avait une question. Là, je ne voudrais pas vous citer des chiffres. J'avais dit que plus de la moitié de notre production de vaccins a été exportée. En tant que team, nous travaillons là-dessus. Le mot de pandémie définit qu'on ne peut pas voir ces choses-là au sein de vos propres frontières. Il faut une réaction mondiale. Et nous travaillons en lien étroit avec l'OMS. Et je pense que l'OMS a un rôle très important à jouer. Néanmoins, il faut que l'OMS soit prête, à jour, et il faut voir comment nous pouvons renforcer le potentiel de l'OMS afin qu'elle puisse répondre aux enjeux. Et le défi maintenant, ce n'est pas tellement la fourniture de vaccins, c'est plutôt la gestion des vaccins dans les différents pays. Et en tant que Commission, nous travaillons afin de résoudre les problèmes qui se posent. Donc, comment aider les pays dans leur capacité d'absorption des vaccins. Il y avait donc la question de Mme Rivasi. Vous me demandez ce que j'aurais fait ou ce que je ferais différemment. Bon, c'est une question difficile. Parce que je n'aime pas trop l'autosatisfaction. Et je ne dis pas que nous avons tout fait de façon parfaite comme nous aurions dû le faire. J'essaye d'être aussi critique vis-à-vis de moi-même comme je l'attendrais de la part des autres. Et c'est ainsi que cela devrait être dans notre monde. Mais d'un autre côté, je ne peux pas ne pas reconnaître que nous avons connu des succès. Beaucoup de choses ont été faites en Europe et ça démontre combien nous pouvons coopérer et avoir du succès ensemble. Si quelque chose aurait dû être différemment, c'était la rapidité pour trouver un vaccin efficace et renforcer. Après, nous avons renforcé la stratégie vaccinale, ça a été un succès. Nous avons pu encourager les recherches des vaccins. Et je crois que les scientifiques ont dépassé les capacités des industriels. Et les industriels n'ont pas pu produire à la vitesse que nous attendions de leur part pour pouvoir fournir ces produits. Mais cette question-là a été résolue. Et pour y revenir, j'ai fait un peu une introduction à des discussions qui sont abordées au sein de votre commission. Je pense que M. Breton viendra s'exprimer chez vous. Vous aurez aussi Mme von der Leyen qui va vous parler de l'inclusion dans le monde. Et nous continuons à travailler ensemble. C'est ainsi qu'il faut faire face à toutes les questions, donc de façon horizontale, en coopération. Et j'en resterai là. Voilà, j'ai parlé 11 minutes. Et je voudrais vous remercier de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer. Et je vous répète, je serai disponible pour revenir devant vous à tout moment et parler de tous les problèmes en détail
et aussi répondre à toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Voilà, c'est pour cela que je suis là. Peut-être qu'il y aura des sessions du Parlement européen à Strasbourg et j'attends donc une coopération avec vous. La présidente, merci beaucoup. Donc toutes les questions, tous les problèmes seront approfondis dans les mois à venir. Donc je sais que beaucoup de personnes ont demandé la parole, nous y reviendrons. Et nous avons juste démarré, mais il y a des questions qui sont posées par écrit, d'autres verbalement, et nous reviendrons à vous, si nécessaire, pour les résultats à la fin des travaux de notre commission. Merci. Okay, colleagues. As I said, because I see some people who ask for the floor, we will. Merci, chers collègues. Je l'avais dit, nous allons noter toutes les personnes qui ont demandé la parole. Nous compensons cela. C'est une bonne façon de gérer donc les interventions à la demande. Maintenant, quelques annonces et nous en avons terminé pour aujourd'hui. Ce sont les résultats des coordinateurs. Je voudrais être sûr que vous les connaissez. Tout d'abord, la coopération entre notre commission et les autres commissions. Vous le savez, nous empiétons sur les compétences de beaucoup d'autres commissions. C'est toujours une question assez sensible. Il faut donc une bonne méthode de travail. Et j'ai aussi écrit une lettre à la conférence des présidents de commission et demandé un échange de vues au sein de cette CCC pour avoir une bonne atmosphère de travail avec les autres commissions. Donc une bonne coopération, un bon cadre de travail. Nous avons une mission très spécifique. Il faudra écrire un rapport excellent et c'est dans cet esprit qu'il faut travailler. Les coordinateurs ont aussi décidé d'inviter les vice-présidents de commission afin que nous ayons un vaste spectre. Madame Dolores Montserrat a été désignée rapporteur. Et nous avons aussi tous les rapporteurs fictifs qui communiqueront avec vous. Il y a encore quelques groupes politiques pour lesquels nous n'avons pas encore de coordinateur. Et dans les semaines à venir, nous allons travailler de façon intense dans les semaines à venir. Il faudra établir un programme de travail pour notre commission. Les premières réunions avant l'été vont poser les jalons. Nous allons demander à différents commissaires, dont M. Breton, par exemple, de venir s'exprimer devant nous. Et après la pause de l'été, nous allons entamer les discussions des différents sujets. Et je l'avais dit, toutes les questions que vous avez évoquées aujourd'hui seront couvertes en profondeur lors de ces sessions thématiques. Mais les vice-présidents, les coordinateurs, moi-même devons encore travailler là-dessus. Nous espérons que d'ici le 30 mai, nous aurons le commissaire Breton parmi nous et j'essaierai d'avoir un peu plus d'une heure pour sa présentation. Ça m'amène au point divers. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je m'excuse, je n'ai pas suivi mes notes. Il y a aussi la 75e assemblée de l'OMS à Genève du 23 au 25 mai. 2 personnes vont y aller, moi-même et le rapporteur, mais elle ne peut pas venir. Mais d'autres membres de notre commission seront aussi présents. Et j'essaierai de veiller à ce qu'il y ait un bon compte-rendu lorsque je reviendrai, de telle sorte que vous disposiez des informations. Voilà, je vais parler du commissaire Breton, également Gentiloni, qui sera invité avant la pause de l'été. Nous allons essayer donc de rassembler les différents éléments du puzzle. Voilà, point divers. Eh bien, je vous remercie pour une réunion excellente qui était très animée et je vous remercie.